Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro Gwenaël et Victor, des Bretons parents de 2 filles qui sont partis voyager pendant 4 mois en train en Europe. Alors suite à une prise de conscience écologique, Victor et Gwenaël ont décidé d'arrêter de prendre l'avion pour voyager. Cette décision s'accompagne d'une remise en question totale de leur consommation dans la vie quotidienne. Après un premier test en Allemagne, ils ont voulu aller plus loin, tester un voyage au plus long cours. Et c'est comme ça qu'ils ont programmé leur grand voyage en train pendant 4 mois avec leurs 2 filles. Nous revenons dans cet épisode en détail sur leur choix, l'organisation qu'implique de voyager en train et aussi tous les détails sur leur grand voyage de 4 mois. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Victor, Gwenaël, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, avec plaisir. Nous sommes Gwenaël et Victor. Nous habitons à Rennes avec nos 2 filles, Capucine qui a 6 ans et Constance qui a 4 ans. On partage nos voyages depuis 2013 donc sur un blog qui s'appelle Et pourtant elle tourne, sur lequel donc nous avons d'abord raconté nos voyages à 2 et donc maintenant à 4. Et plus récemment, nous avons également ouvert un second site, un second média qui parle plus spécifiquement de nos voyages en train, puisque en 2019, suite à une prise de conscience écologique, nous avons notamment décidé d'arrêter, de changer nos manières de vivre dans nos voyages, et donc en ne prenant plus l'avion, et donc en préférant le train, en tout cas pour nos destinations. Ouais, il est super sympa. Alors du coup, c'est seulement après que j'ai découvert votre second site sur le train. Il est hyper bien. C'est vraiment une pépite. Il y a vraiment des choses très intéressantes pour ceux qui veulent justement commencer justement leur changement de mode de voyage. Donc, vraiment très bien. Je conseille. Je mettrai les liens de toute façon sur l'article, dans l'article de l'épisode. Est-ce que déjà avant de commencer de parler de votre voyage de 4 mois en Europe, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce déclic en 2019? Pourquoi à ce moment-là c'était le déclic sur cette prise de conscience écologique? Beaucoup de choses, des gens qu'on suivait, des vidéos qu'on a regardées, des documentaires également. En fait, on a commencé un peu comme tout le monde par le zéro déchet, où en fait en creusant juste le zéro déchet. Et après derrière, on va toujours plus loin et quand on voit, nous en fait, on s'est dit on va faire le bilan de notre impact carbone au quotidien. Sur une année, c'est quoi qui émet le plus d'émissions pour nous? Donc en fait, pour 20%, c'était 2 voyages en avion. On faisait c'est encore beaucoup, mais 2 voyages par an en avion en Europe avec les filles. Et après, sinon, c'était la viande pour 10%. Donc en fait, ces 2 choses-là, on a arrêté du jour au lendemain. À l'été 2019, on est revenu de Suède en avion. En plus. Et on s'est dit la viande et l'avion, c'est terminé. D'accord. Et en fait, finalement, votre bilan carbone en ne voyageant que 2 fois par an en Europe, qui paraîtrait quand même pas si énorme, c'était quand même aussi lourd que ça, le bilan. En fait, comme on a la chance d'être citadin, on avait un bilan assez bas parce qu'on prend jamais la voiture, on fait tout à pied. Mais en fait, juste en prenant l'avion, en fait, on était à un niveau moyen des Français, 10 tonnes par an. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, vous avez dit c'est terminé, on arrête l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous aviez tout de suite en tête un mode de voyage alternatif ou vous vous êtes quelque part dit c'est un peu fini les voyages? Non, justement, on voulait pas que ça en soit fini les voyages. C'est toujours un peu, sur thème de défi qu'on a répondu à cette question-là. C'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte la première fois, on m'a dit c'est fini les voyages, on voyage pas enceinte. Ah bon? Si. Donc voilà, on est parti en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, mais voilà, on a montré aussi que c'était possible de pouvoir voyager même en étant enceinte.
Et puis après, pareil, avec un enfant, on nous a dit, ah vous allez voir, maintenant, les voyages avec un bébé, avec un enfant, après avec 2 enfants, c'est terminé, hein, enfin, ou en tout cas, moins qu'avant. Et donc, non, enfin, c'est pareil, on a voulu aussi montrer que c'est pas parce qu'on a des enfants que le voyage s'est terminé. Donc, voilà. Et puis, là, nouveau défi, c'est pareil. Ok, certes, on arrête de prendre l'avion, mais pour autant, non, le voyage ne s'arrêtera pas. Enfin, on veut continuer parce qu'on aime ça. Et comme on aime aussi partager, voilà, on va vous montrer que c'est possible et que même sans prendre l'avion, on peut découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, voyager autrement, certes, en prenant plus le temps, mais c'est possible, oui. Et on a tellement de chance en Europe, on est sur un tout petit continent, on a une diversité, que ce soit de paysages, de culture, enfin, on a un condensé, et puis après, il y a un réseau de ferré qui est juste très bien, énorme dans tous les pays. Donc, c'est ça qu'on a la chance d'être en Europe. Enfin, c'est peut-être un peu plus compliqué en Amérique du Nord de faire comme ça, il y a encore. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous vous dites, bon, on va regarder l'alternative train. À quoi vous avez été confronté quand vous avez justement switché, commencé à regarder un peu les billets, les destinations? Quelles ont été vos premières interrogations et les premiers freins, si vous vous en Déjà, souvenez? on est arrivé en même temps que, à ce moment-là, il y a eu le Covid, donc en fait, là, on a eu du temps pour réfléchir. Et après, les premiers voyages en train, ils ont commencé qu'en 2021. C'est en 2020, avec le Covid, on a fait tous. On avait un voyage en Écosse de prévu qu'on a dû annuler par 2 fois, en 2020 puis 2021, comme il y a eu des quarantaines qui devaient. Enfin, c'était impossible d'y aller. On devait y aller en train. Et le premier vraiment voyage en train, on est parti en 2021, mais on a été juste en Allemagne. Enfin, c'était bon, on a commencé petit au départ. Et après, en fait, on voulait vraiment. Moi, j'avais en tête l'idée de partir sur plusieurs mois, justement, pour voir différents pays, partir en train longtemps. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu fin 2021, cette idée d'un grand voyage en Europe et en train. Enfin, D'accord. Et juste une petite parenthèse par rapport au voyage en Écosse. Comment on fait pour aller en Écosse en train? Ça, c'était quoi le programme? c'est En passant par le tunnel sous la Manche. du coup, il y a le tunnel sous la Manche pour aller jusqu'à Londres. Et de Londres, en fait, il y a un train de nuit on te racontera tout à l'heure, mais on n'a pas pu prendre à cause d'une grève. Enfin, il y a des trains assez réguliers entre Londres et Édimbourg ou Glasgow, que ce soit de jour comme de nuit. Mais en fait, il n'y a que 4 heures de train. Il n'y a pas de TGV, il n'y a quasiment pas de TGV en Angleterre. Mais du coup, les trains mettent 4 heures, 4 heures et demie pour faire Londres-Édimbourg. Et après, il y a un réseau ferré qui est assez développé en Écosse. On peut aller jusqu'à Inverness. Du coup, on peut aller jusqu'à l'entrée de l'île de Skye aussi. Après, il faut prendre aussi des bus. Si on veut faire sans voiture, faut prendre le bus. Ok. Merci pour cette précision. En fait, on se rend compte qu'on connaît absolument rien des réseaux ferrés en Europe, quoi, par chez nous. Mais pour rebondir justement à ta question, c'était un petit peu ça. Comment on passe au train? On s'est posé plein de questions. Effectivement, comment ça se passe avec des enfants? Quel est le réseau ferré, français, européen? C'est quoi le meilleur moment pour acheter son billet parce que les tarifs changent sans cesse. C'est quoi les conditions de la carte avantage, pour avoir des réductions. Bref, on s'est posé tellement plein de questions qu'on a cherché les réponses, qu'on n'a pas toujours trouvé ou difficilement. Et donc c'est là en fait qui est né, et c'est pour ça qu'est né en fait notre site voyagerentrain.fr, parce que c'était pour répondre. Nous, on s'est posé ces questions-là, on les a pas ou difficilement trouver les réponses, et donc on s'est dit on va faciliter, puisque aujourd'hui voyager en train, effectivement, ça répond à un certain objectif de voyager de façon de manière plus éco-responsable, et donc on va faciliter les choses pour que les gens puissent prendre le train, et choisir. Ouais, c'est top d'avoir dans un seul média justement toutes ces infos, parce que c'est vraiment, j'avoue, un peu un casse-tête pour comprendre tout ça, et ça change tout le temps aussi. Je vois par exemple la SNCF, ils sont tout le temps en train de changer leur nom, leur carte. Alors maintenant c'est WeConnect.
on Voilà, peut c'est vite ça. s'y perdre, ouais. Donc c'était une C'est très ça bonne l'objectif. idée. Et donc du coup, pour revenir encore sur sur ça, quand vous commencez à voyager en train, est-ce que dans votre tête, vous étiez aussi déjà sur un changement de mode de voyage, sur le voyage lent, ou c'est quelque chose que vous faisiez peut-être déjà avant en avion, parce qu'on peut aussi voyager lentement en avion, mais est-ce que cette démarche-là, elle est arrivée à quel moment en fait? Bon, on a commencé surtout avec l'arrivée des enfants. Enfin, quand on était à deux, bah, c'est vrai qu'on allait assez vite. Mais en même temps, quand tu arrives dans une ville, bah, tu marches, tu vas au resto, tu visites. Enfin, ça va assez rapidement. Donc avec des enfants, bah, tout de suite, bah, tu fais, bah, quand ils sont bébés encore ça, parce que tu les as, enfin, en porte-bébé, donc ils suivent n'importe où. Il faut juste les changer sur un banc ou quelque part. Et après, quand ils grandissent, enfin, comme là, enfin, à l'âge qu'elles ont, bah, faut avoir des temps pour elle, donc enfin c'est toujours trouver la meilleure aire de jeu de la ville et du coup bah, de se poser un peu. Enfin nous, enfin, du coup c'est bien, ça permet de se poser, de profiter du paysage, de l'ambiance, d'être avec les familles dans les autres pays aussi. Enfin même en France, enfin du coup de côtoyer d'autres personnes qu'on l'aurait pas fait Des autrement. locaux, ouais. Mm. Et avec les enfants, bah, ça rapproche beaucoup aussi avec les autres, parce que les enfants vont jouer avec d'autres enfants, enfin, qu'importe la langue, donc ça crée des échanges, bon, même si des fois, dans d'autres pays, on a du mal à se faire comprendre. C'est plus certain, ouais. Mais les enfants, eux, ils jouent, et c'est vrai que, et on prend plus le temps, on a toujours un temps de pause, on peut pas, enfin, comme on faisait avant, enfin, on se levait, enfin, à 8 heures, on mettait même un réveil pour profiter au maximum de la destination. Et on faisait du 8 heures minuit, enfin, et c'était à fond toute la journée, profiter à fond de la ville, quoi. C'était, enfin, ou de la, enfin, ou de la campagne, Ou de faire la des randonnées, destination où enfin, on était, mais Ouais, je pense qu'on est tous passés par ce type de voyage quand on est plus jeune, où on veut vraiment profiter à fond. C'est vrai que l'arrivée des enfants, c'est ça. ça chamboule vraiment tout, quoi. Voilà, ça bouscule Mm. le quotidien, mais effectivement aussi le rythme des voyages, où, comme disait Victor, on va beaucoup, prendre beaucoup plus le temps avec eux. Donc voilà. Et donc après, effectivement, bah, voyager en train, demande, ce temps-là. Alors un peu plus de temps forcément pour se rendre à destination, peut-être que par rapport à un vol en avion. Quoique, après on Mm. pourra en reparler, mais euh, mais en même temps, voilà, ça fait partie du voyage. Bon, après, je sais, on a un petit peu la chance qu'on travaille tous les deux à notre compte, donc on peut se permettre, voilà, de pouvoir, on peut se permettre de partir. En même temps, on est un peu contraint comme tout le monde avec les vacances scolaires aussi, forcément, mais de partir, voilà, de prendre le temps, sur le temps de ce voyage, Mm. justement. Qu'est-ce que ça vous apporte de voyager en train? Qu'est-ce que vous aimez dans le voyage en train? Est-ce que vous aimiez déjà avant et que du coup, là, c'était l'occasion, maintenant c'est l'occasion de profiter de ça? Ou est-ce que vous avez appris à aimer à voyager en train depuis que vous voyagez en train? Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Mais on a commencé, enfin, après, avant de voyager essentiellement en train, on voyageait déjà, enfin, on prenait autant l'avion que le train. En fait, on prenait ce qui avait le plus pratique, enfin, le plus rapide ou le Mm. moins cher. Donc, en fait, quand on était à Paris, bah, le train, c'est vrai que c'est assez pratique. Enfin, on peut aller dans le sud de Mm. la France, à Amsterdam, on peut aller un peu partout. Enfin, en 5-6 heures de train, ça se fait assez rapidement. Et après, là, ce qu'on aime dans le train, justement, bah, c'est qu'on se retrouve souvent avec des locaux par rapport à un avion où c'est souvent bah, des gens comme nous qui vont visiter une destination ou qui rentrent dans leur destination. Là, dans le train, bah, il y a aussi enfin, des touristes comme nous, mais il y a aussi enfin, tous les locaux, enfin, notamment sur les trains régionaux. Il y a de tout. Il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui sont avec leurs enfants, avec leurs grands-parents. Enfin, du coup, enfin, ils vont d'un point A à un point B. Enfin, c'est vrai que l'ambiance est différente, quoi. On se sent plus dans le pays. Enfin, en fait, ça fait une ouverture sur le pays. C'est comme si on regardait, Mm. comme si on était dans un film, quoi. Du coup, on Mm. voit ce qui se passe plus facilement. Et C'est vrai que c'est quand même assez chouette. ouais. Et avec des enfants, c'est carrément le mode de transport aujourd'hui qu'on préfère, puisque on est libre. C'est-à-dire que comparé par exemple à la voiture où il faut rester attaché, voilà, on peut pas interagir avec eux parce qu'on conduit, il faut regarder la route, voilà. Le train, on est vraiment là nous tous les quatre, voilà, on peut jouer, on peut discuter, on peut écouter de la musique, on peut lire, on peut se balader dans le train. Je crois que c'est la chose que nos filles préfèrent. On visite le train dans un sens, dans l'autre, voilà, et on est vraiment libre par rapport à, pour le coup, tous les autres modes de transport, quels qu'ils soient. Donc voilà. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est quelque part un temps de qualité, rajouté aux vacances, parce que ce temps-là, vous êtes à 4 et
Vous avez que à profiter, en fait. C'est ça, et on le passe vraiment à 4. Donc, Et le truc qu'on n'a pas aussi, c'est le contrôle de sécurité, notamment à l'aéroport, avec des enfants où ils vont tout fouiller, enfin, notamment avec des bébés où tu as le droit de prendre du liquide et après ils te mettent ton sac en vrac et tu mets 3 heures à tout remettre en place et tu as le bébé qui s'en va dans tous les sens. Enfin, c'est pas un bon moment forcément quand on voyage en avion avec un bébé, c'est le contrôle de sécurité, même s'il y a des espaces, des fois famille, mais c'est souvent. Ouais, ni le regard des voisins quand on rentre avec un bébé dans un avion et que tout le monde se dit ah non, j'espère qu'ils sont pas à côté de nous. Voilà, et c'est vrai qu'en train il n'y a pas ça non plus. Voilà. C'est vrai, la promiscuité du train, de l'avion, c'est vrai, fait que les gens ils ont peur, quoi, pourvu qu'ils soient pas à côté. C'est ça. Et en plus, ça remet le stress sur nous aussi. Voilà, on se dit, oh là là, j'espère que mon enfant, entre guillemets, va bien se tenir, va pas pleurer, même si c'est normal qu'un enfant pleure ou autre dans un avion. Mais donc oui, ça peut emmener, contre ce que disait Victor, sur les contrôles de sécurité, voilà, le temps y passer. Puis après, dans l'avion, le fait qu'on soit enfermé pendant le temps du trajet ou autre, avec des jeunes enfants sans trop pouvoir bouger, parler. Voilà. Et puis les temps d'attente aussi à l'aéroport, où il faut attendre au moins minimum 1 heure, 2 heures avant, tu es en salle d'attente à attendre, l'enfant il sait pas quoi faire, faut le dépenser à fond pour après il n'a plus le droit de bouger. Ouais, c'est vrai. Donc tout ça, il y a pas, nous en tout cas c'est ce qu'on apprécie, avec le train, cette liberté qu'il y a avec des enfants. D'accord. Et c'est pas trop long de les faire patienter parce qu'au bout de, j'imagine que vous avez déjà fait des très très longs trajets. À un moment donné, elles s'impatientent pas. Oui, mais après elles peuvent trouver un petit peu des fois le temps long, mais c'est vrai que on mange souvent, on privilégie les trajets sur des temps de repas, ce qui nous permet de pique-niquer dans le train, donc ça passe finalement un petit peu de temps. Et puis après il y a toujours quelque chose à faire, donc oui, là après on sort des jeux, elles écoutent leur boîte à histoire, elles jouent, comme je disais tout à l'heure, elles peuvent bouger, donc on peut se déplacer dans le train, voilà. Donc finalement, non, ça n'a jamais été trop long pour elles. Même sur des longs trajets, on a toujours réussi à les occuper. C'est top. Quand vous avez commencé à regarder un petit peu les destinations, est-ce que vous vous êtes pas senti à un moment donné limité dans le choix, parce que du coup il y a quand même les horaires, le budget, les trains de nuit qui sont quand même pas si fréquents. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes senti frustré ou... Oui, frustré, non. Après, oui, c'est vrai qu'il manque encore, il manque beaucoup de trains de nuit, notamment au départ de la France pour aller vers l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a qu'une ligne, donc on peut aller juste à Vienne, Paris-Vienne. Mais il y en a d'autres dans les années à venir qui vont renaître, parce qu'en fait, c'est un voyage, un mode de voyage qui existait beaucoup, avant l'apparition notamment de toutes les compagnies low cost qui ont vraiment concurrencé fortement les trains de nuit. Et en fait, on a construit l'itinéraire plus sur des destinations où on n'avait pas été. Et après, une fois à un endroit, du coup, de rester assez longtemps pour voir ce qu'il y a autour et pas juste faire un saut de puce. Et après, on voulait pas passer notre temps dans le train non plus. Donc après, même si on visitait un train après sur place, on a optimisé nos grands trajets. Et après, on n'était pas frustré. Après, on avait 4 mois, donc ce qui était assez long, mais aussi assez court, parce que l'Europe, c'est quand même assez grand. Et après, on a fait des choix par rapport à ce qu'on voulait voir depuis un moment. Et après, il y a d'autres destinations, mais ça sera pour d'autres années, sur des voyages plus courts, sur 4 semaines ou des choses comme ça, mais des voyages d'été, quoi. Et là, pour rebondir, là, toutes les destinations donc, on a choisi par rapport à ce tour d'Europe qu'on a fait en train. Donc là, nous, on les a fait toutes les unes à la suite des autres, mais elles sont aussi toutes accessibles depuis la France en direct. C'est-à-dire que, nous, on est parti un certain temps et on a tout fait à suivre, mais on peut aussi aller juste, dans chacune des destinations, elles sont toutes accessibles en train depuis la France. Voilà, c'est pour pouvoir montrer que c'était, l'idée que c'était possible de le faire. On n'est pas parti très loin de la France. Le plus loin, on était à Budapest, du coup, vraiment. On a rayonné autour. On a la chance en France aussi, c'est qu'on est au milieu de l'Europe, donc on peut, partir. Même si, comme on disait, oui, il manque encore des lignes, mais on espère, et on sait qu'il y en a certaines qui sont en préparation, qui vont renaître. Et donc on espère qu'on va donner les moyens au rail pour pouvoir développer des lignes ferroviaires, effectivement. D'accord.
votre voyage de 4 mois, on va passer à ce grand voyage qui avait l'air d'être juste dingue. Au moment où vous dites, OK, on va faire un grand voyage, pourquoi vous avez choisi 4 mois et pas 6 mois et comment vous avez sélectionné justement votre itinéraire et les différentes destinations? Comment vous avez construit tout ça? Bah déjà, enfin pour nous, c'était notre premier grand voyage. Enfin, on était plus longtemps, on était parti, c'était 4 semaines. Enfin du coup, ça va être enfin pendant les étés. Et donc on s'est dit, bah 4 mois déjà, on va essayer. Enfin, nos filles, elles ont quand même 4 et 6 ans. Enfin, si on se rend compte au bout d'un mois que elles sont horribles, qu'on a envie de rentrer, ben, déjà il y aura moins de temps à tenir à la fin. Bon après, on savait que ça allait, enfin globalement bien se passer, mais après on voulait déjà tester sur ce temps-là. Et après aussi, c'était par rapport au climat, parce qu'on est parti des vacances d'avril jusqu'à août, donc ce qui faisait louper le moins d'école possible aussi aux filles. Du coup, c'était encore à l'école maternelle. Et après, par rapport aux destinations, on a fait un peu on a visé, c'est pratique pour les valises, mais un climat de 20-25 degrés pendant 4 mois. Donc, c'était un énorme été, comme ça. Et ça a permis de jauger un peu les destinations. Et après, bah, il y avait des choses aussi qu'on voulait faire depuis un moment. Ça faisait très longtemps qu'on voulait y aller. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez résumer rapidement les destinations ou les pays que vous avez fait sur ces 4 mois? Donc, on est parti de Rennes en avril et on est parti en direction de l'Espagne. On a fait une petite escale à Barcelone de quelques jours, parce que nous, on avait été 8 ans auparavant, donc on voulait juste montrer 2-3 trucs aux filles. Enfin, sur le passage, comme ça fait une étape pour couper la route en deux, enfin, le rail en deux. Et après, on a été jusqu'en Andalousie. Enfin, ce qu'il faut savoir en Espagne, c'est c'est le pays où il y a le plus de TGV, enfin de lignes TGV en Europe. Donc en fait, le pays se parcourt très facilement et très rapidement en train. Donc on est arrivé comme ça en Andalousie. Bon, après, on est resté un mois à parcourir en train entre les différentes villes. Et après, on est parti au sud du Portugal, en Algarve. Bon, là, il faut savoir que entre le Portugal et l'Espagne, il y a très peu de connexions ferroviaires. Enfin, je trouve ça complètement dingue, entre deux pays comme ça collés. Et on a dû prendre un bus pour rejoindre l'Algarve depuis Séville. Et après, on est remonté. Là, c'était une grande remontée. On a fait 2 escales, une on s'est réarrêté à Séville et encore à Barcelone. On est remonté du sud du Portugal jusqu'à Barcelone et après on a pris un ferry pour aller jusqu'en Italie. Parce qu'on voulait pas passer par le sud de la France, parce qu'il y avait trop de trains à prendre différents. Et puis on était parti en tour d'Europe, on voulait pas repasser en France. Donc on a triché, on a pris un ferry de nuit. Donc en 18 heures, on était rendu en Italie. Et on est resté une semaine du côté des Cinq Terres, enfin, entre Gênes et Pise, sur la côte Ligure, avant de partir pour l'Europe de l'Est. Donc on a pris un train de nuit depuis Pise jusqu'à Vienne, et après on s'est baladé, on a fait plusieurs capitales de l'Europe de l'Est, avant d'aller en Écosse, hein, où on devait aller en 2020 puis en 2021, et on a enfin pu y aller en 2022. Enfin, quoique, on s'est quand même pris la plus grande grève depuis 30 ans au Royaume-Uni. Donc, notre train de nuit était annulé de Londres à Inverness. Donc, on s'est retrouvé dans un bus de nuit horrible, en dernière minute, qui coûtait super cher. Et enfin, c'était le plus mauvais moment du voyage. Et après, en Écosse, on est resté un mois. Et après, on est redescendu par le sud de l'Angleterre, avant de reprendre un ferry jusqu'à Saint-Malo et de retour à Rennes. D'accord. Ouais, donc ça fait une vraie belle boucle, hein. Oui. Très sympa. Et du coup, comment vous avez géré un peu les étapes sur place? Parce que le fait de voyager en train, quelque part, une fois que vous êtes sur place, vous êtes aussi un peu limité. Est-ce que vous avez déjà loué des voitures pour justement étendre un peu les zones de visite? Ben, il y a 4 endroits où on a loué des voitures. On a loué 4 fois des voitures. Enfin, une fois en Andalousie pour aller voir les villages blancs. On a loué une semaine sur le un mois où on était en Andalousie pour aller du côté des villages blancs près de Malaga. Au Portugal aussi, on est arrivé en bus au Portugal et après on a loué une voiture. On a fait tout en voiture parce qu'on était du côté de Lagos. Et en fait, il y a juste une petite ligne de train entre Faro et Lagos, mais après, il n'y a pas trop de train. Enfin, ça va plus vers Lisbonne, après ça remonte. Donc en fait, il fallait vraiment une voiture là, de ce côté-là.
Et après, c'est en Écosse aussi, on a fait les villes en train et après pour aller notamment dans les Highlands où c'est possible de le faire en bus mais avec les filles, enfin c'était un peu plus compliqué Mm. de devoir dépendre à chaque fois. Enfin là au moins on était libre avec une voiture après sur place. Et après dans le sud de l'Angleterre aussi on a loué une voiture pour si on avait différentes villes qu'on voulait voir et c'était compliqué. Enfin on n'était pas sur les bonnes lignes, enfin c'était ça se goupillait pas bien. Donc avec une voiture c'était plus simple de ce côté-là. D'accord. Ok. Tout ce temps de trajet, parce que ça représente quand même un paquet d'heures de train, ça vous a pas trop pénalisé en termes de temps de visite sur place? Parce que j'imagine que bon, de Rennes pour descendre jusqu'au sud de l'Andalousie, ça fait quand même un paquet d'heures. Mais après, on avait des temps comme ça, des journées plus voyage. Et après, enfin, pas tant que ça, parce que Paris-Barcelone, c'est 6 heures. Donc, en fait, après, c'est pas. Enfin, ça, c'était les temps, le trajet de jour qui était le plus long. Après, Paris-Barcelone-Séville, enfin, Cordoue, c'était 4h30. Enfin, en fait, c'est long, mais sans être vraiment très long. Enfin, on avait quand même l'après-midi ou la fin de l'après-midi sur place. Donc, ça nous permettait de poser nos valises et déjà de avoir un premier aperçu de la ville. Et après, très grands trajets, c'était en train de nuit, donc en fait, ça compte pas, quoi. Enfin, c'est de la téléportation d'une ville à une autre. Enfin, on va dans le train, on mange, on essaye de faire dormir les filles, parce qu'elles sont surexcitées d'être dans un train de nuit. Et après, paf, on arrive, on ouvre le volet, on passe de l'Italie, on est dans les montagnes en Autriche. Enfin, c'est génial, quoi. Et là, il y Ouais, a c'est zéro temps de trajet, quoi. C'est juste, on ouais. dort. Ouais, donc du coup, au final, vous avez pris combien de trajets de nuit pour dans ce tour d'Europe? On a pris trois. Bah, ouais. Trois, dont un, on a fait Pise, Vienne, Vienne, Bruxelles et Londres, Inverness. On l'a fait, normalement, on devait le faire en train de nuit, mais on l'a fait En bus en bus de nuit. Un peu moins confortable. C'est ça, une expérience qu'on recommande pas forcément avec des enfants, j'avoue. Surtout que le train de nuit entre Londres et Inverness, qui va vers l'Écosse, parce que du coup, après, il y a plusieurs branches. C'est le Caledonian Sleeper et c'est le train de nuit le plus récent en Europe. Donc en fait, vous avez une joie de le prendre parce qu'il avait l'air d'être vraiment entre guillemets luxueux. On avait deux cabines qui étaient collées, qui pouvaient s'ouvrir. Ouais, trop bien. Ça avait l'air trop bien. Ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, comment vous avez fait pour réserver tous ces billets? Parce que j'imagine qu'il faut aller sur des sites espagnols ou italiens. Enfin, comment vous avez réussi à trouver tous ces billets? C'est mon côté, ça. J'ai fait beaucoup de recherches. On est parti en avril et j'ai organisé. Du coup, Gwenaël a appuyé du coup derrière, si c'était réalisable. Mais c'était. J'ai passé beaucoup de temps au mois de novembre et décembre à chercher justement les différents trains qui existaient. Mais après, en fait, on a pris beaucoup de trains régionaux. Et les trains régionaux, on peut les réserver à la dernière minute. En Espagne, c'est comme les TER chez nous. En fait, il y en a tout le temps. Il y a sur de la place et les prix sont fixes. Donc, en fait, on a juste réservé les grands trajets, comme le TGV entre Barcelone et Cordoue, là, c'est comme en France où le TGV, il faut l'acheter le plus tôt possible. Donc, on a fait pareil avec Rennes-Paris, Paris-Barcelone. Et après, les différents trains de nuit aussi, on les a réservés à l'avance pour avoir des prix intéressants. Et après, il y avait beaucoup de trains régionaux, tout ce qui était dans les pays de l'Est, c'était des trains régionaux entre les villes. En Italie aussi, en Espagne. Et au Royaume-Uni aussi, dans le sud de l'Angleterre, c'était pareil, on pouvait réserver en dernière minute. On savait les trains qu'on voulait prendre, mais après, c'était. Et du coup, tu réservais sur les sites en local ou tu utilisais des plateformes plus comme Trainline par exemple, des plateformes qui regroupent. Mais après, Trainline, c'est pas mal pour comparer, voir un peu ce qu'il y a quand on connaît pas trop sur place. Mais c'est vrai qu'après, en Espagne, je savais que il y avait qu'une compagnie, à part Ouigo qui arrivait, mais que sur Barcelone-Madrid, il n'y avait pas d'autres compagnies. Alors, ce qui est différent maintenant, là, depuis la fin de l'année 2022, il y a plein de compagnies qui arrivent en Espagne. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vaut mieux utiliser un site comme Trainline ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai utilisé principalement le site de la Renfe, la SNCF espagnole. Et du coup, j'ai trouvé tous les trains. C'était en fait le site en espagnol, mais bon, c'est pas. On parle un petit peu espagnol, mais c'est l'espagnol et le français. Même sans parler espagnol, ça. Oui, c'est ça. Pas... On rentre en fait sa destination, son point de départ et de son arrivée. Il y a juste les horaires. Il n'y a pas besoin forcément de parler la langue pour
pour bien comprendre, pour réserver en tout cas un billet de train sur les sites étrangers. Et principalement, on a réservé sur, que ce soit pour les trains de nuit, c'était les Nightjet de OBB, la compagnie autrichienne. On a réservé sur leur site aussi. Bon, là, en anglais, du coup. En anglais. En allemand, là, c'est plus compliqué. Mais voilà, oui, tous les gros sites sont au moins traduits en anglais de toute façon. Donc, quand c'est pas en français, souvent, je sais plus. Mais bref, donc on a réussi à réserver facilement. Il y a un gros effort à faire sur les réservations de trains en Europe, parce que même les plateformes comme Tic Tac Trip ou Trainline, en fait, ils n'ont pas forcément tous les trains. Donc, en fait, faut savoir déjà quel train circule. Et même si après, normalement, ils ont la plupart des trains, mais il peut y avoir des trains qui ne sont pas connus ou qui sont une petite compagnie pas très chère ou avec des trains tout neufs, comme on a eu en Autriche. Ça, j'avais jamais vu un train aussi neuf que ça. C'est chouette, c'est chouette. Une certaine usine. Ouais, voilà. Mais donc oui, non, il manque effectivement un outil, comparateur vraiment qui prenne en compte toutes les compagnies européennes, tous les trains. Peut-être l'avenir de voyager en train. C'est peut-être un petit comparateur pour nous faciliter la vie. Du coup, je me dis quand même en vous écoutant que c'est quand même pas peut-être accessible à tout le monde d'organiser un voyage d'une telle ampleur quand même. Alors, bon, le Tour d'Europe, effectivement, ça nécessite une grosse organisation, mais je me dis, il y a quand même beaucoup de parents qui sont pas forcément très aventuriers dans l'organisation de voyage. Malgré tout, le voyage en train, en tout cas, si on veut faire plusieurs destinations, ça nécessite quand même de la préparation, de l'organisation et de savoir un peu se débrouiller quand même, non ? Après, pas forcément, parce que par exemple, si on prend l'exemple par exemple, de l'Andalousie, ou si quelqu'un qui habite à Paris va aller en Andalousie en train, en fait, il y a deux trains à réserver. Il y a Paris-Barcelone et Barcelone, soit Séville ou Cordoue, une ville en Andalousie. Après, une fois sur place, c'est comme si on était arrivé en avion, soit on loue une voiture, soit on se déplace en train entre les villes. Il n'y a pas de. Là, ce qui était différent, c'est qu'on a réservé plein de trains dans plein de compagnies différentes, dans plein de pays différents. Mais après, là, après, il faut connaître. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire avec Voyager en train. C'est de dire, en Andalousie, il y a telle compagnie, il y a telle compagnie, vous pouvez les réserver sur tel site ou sur celle-là. Et pour aider un maximum de personnes. Mais, après, c'est pas c'est pas plus compliqué qu'un billet d'avion. D'accord, ça marche. Bon. On vous fait confiance sur le sujet du coup. Tout à l'heure, tu disais, Gwenaëlle, que ça prenait pas plus de temps de voyager en train versus voyager en avion. Que tu peux nous expliquer ? À mon avis, tu as dû calculer, tester. Tester, non, mais effectivement, quand on prend en compte tout le temps qu'il faut, donc si je veux voyager en avion, il faut souvent que je me rende à l'aéroport, parce que l'aéroport n'est pas situé dans les centres-villes. Donc déjà, il faut sortir de la grosse ville, on va dire, donc il faut le temps de transport pour y aller. Si je suis venue en voiture, il va falloir garer ma voiture, donc payer le coût, souvent exorbitant, du parking à proximité de l'aéroport. Il faut donc que je me rende 2 heures minimum en avance, parce qu'il me semble que c'est même 3 sur les gros trajets, 3 heures avant à l'aéroport. Donc on passe les contrôles de sécurité qui sont souvent un peu source de stress et effectivement si on connaît pas bien les consignes, il faut tout sortir son sac et donc faire contrôler les liquides et autres, réattendre. Et en arrivant une fois, donc après le temps d'embarquement, le temps du trajet, et une fois sur place, dans la ville, c'est pareil, il va falloir encore, soit on loue une voiture et donc en général, c'est sur place. Directement à l'aéroport, mais après le temps de se rendre aussi à l'endroit final de sa destination. Voilà. Et donc finalement, en train, c'est ce que je disais, ça coûte pas forcément plus de temps, parce que aujourd'hui, quand on arrive, alors même si on arrive un petit peu en avance pour pas louper son train, mais ce n'est pas 2 heures à l'avance qu'on arrive dans une gare. La gare, elle se trouve souvent en centre-ville, donc directement au cœur d'où on veut aller. Et c'est pareil, on arrive à destination directement, même si après, on reloue une voiture à proximité ou si on doit reprendre un autre train ou un bus. Mais nous, on a trouvé en tout cas que c'était beaucoup plus simple pour aller d'un point A à un point B, finalement, en train qu'en avion. Voilà. Sur des trajets on peut y aller en 6 heures en train, je pense que c'est équivalent à l'avion, Ouais. En termes de temps passé. Surtout dans le train, une fois que tu es dans le train, tu as vraiment du temps pour toi. Soit tu es avec tes enfants ou tu joues, ou soit tu es tout seul et tu as vraiment du temps, alors que
le temps que tu auras passé à l'aéroport dans le contrôle de sécurité, c'est pas du temps entre guillemets productif, même, hein, c'est pas forcément le Ouais. mot, du coup, si tu pars en vacances, mais tu lis pas ton guide pour aller, sur place. Mm. C'est plus du stress où t'es à attendre la queue, à te dépêcher, à enlever toute ta ceinture, tes chaussures. C'est vrai que c'est un peu plus stressant quand Ouais. même, toute cette partie en avion. C'est ça. Donc là, oui, effectivement, on parle sur des trajets, comme dit Victor, de moins de 6 heures. Parce que, Après, oui, plus loin, Ouais. c'est sûr que l'avion, oui, ça va plus rapide, c'est plus rapide, mais Mm. après le train, ça permet de faire une escale, voilà, d'une ville que tu as peut-être déjà vue, mais comme nous à Barcelone, ça permet de faire une petite escale, tu restes une nuit ou deux et après tu repars, ça permet de voir autre chose et de voir vraiment la distance parcourue et les paysages qui changent au fur et à mesure, oui, et pas une téléportation d'un endroit à un autre, qui se passe de l'été à l'hiver d'un coup. c'est ça. Là, on a vu, c'était progressif, Ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'est une autre ambiance de voyage, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, en termes de budget, est-ce que vous avez pu aussi faire des comparatifs de budget? Parce que bon, le voyage en train, on a quand même cette idée reçue que ça coûte très très cher. On a tous déjà fait des simulations et c'était très cher. Vous en pensez quoi? Et c'est quoi vos astuces peut-être pour trouver des billets moins chers ou des bons plans ou... Mais en fait, souvent on compare le train, l'avion en dernière minute, où on part dans un mois, je compare le train et l'avion. C'est sûr que souvent le train se retrouve plus cher que l'avion, parce que l'avion, c'est vrai qu'il y a un peu plus de concurrence, il y a plus de compagnies. Mais après, déjà il y a ça, et après on compare pas aussi, c'est comme le temps passé, on compare pas la même chose. Le trajet en train, tu pars d'un endroit A à B, alors que en avion, tu as le prix du parking, tu auras le prix du bagage en soute que tu vas rajouter, alors que dans le prix d'appel, tu l'as pas, en fait, et après, tu rajoutes au fur et à mesure 20 euros, 30 euros, et en fait, tu arrives souvent à des prix à peu près similaires au train. Et après, le train, c'est sûr qu'il faut aussi, comme l'avion aussi, il faut aussi prendre un peu l'avance, mais c'est même plus tôt, c'est dès l'ouverture de vente, d'être entre guillemets au taquet sur, de réserver tel trajet, qu'il soit 4 mois à l'avance, de le réserver, pour bénéficier vraiment du tarif le plus bas. Euh, C'est vrai que le train demande un peu plus d'organisation en amont, dans le sens où il faut savoir aux prochaines vacances ce qu'on va faire. Voilà, pour pouvoir réserver les billets de train au meilleur prix. On est moins effectivement dans la spontanéité de savoir les vacances c'est la semaine prochaine, on va où, voilà, pour avoir des meilleurs prix. Mais quoi qu'après, il peut aussi rester, en toute dernière minute, des prix intéressants, sur les trains. Mais nous, vraiment, l'astuce et ce qu'on répète, tout le temps, sur voyagerentrain.fr, c'est vraiment réserver vos billets de train, dès l'ouverture des ventes pour pouvoir bénéficier des meilleurs prix. D'accord, ouais. Donc c'est ça l'astuce quand même numéro 1 pour... Ouais. Ou sinon, prendre des trains, les trains régionaux. Les trains régionaux, ils restent fixes. Donc en France, c'est vrai que si on voyage dans sa région, souvent sur les TER, il y a souvent des prix, il y a souvent des passes qui sont pas connus. Et il y a plein de choses à voir souvent juste dans sa région, dans la région à côté. Donc en fait, et après, dans les pays comme nous, en Espagne, les trains régionaux, on peut aller un peu partout. En Italie aussi, il y a beaucoup de trains régionaux qui sont réservables en dernière minute. Donc en fait, après, il faut aller à la destination. Après, c'est souvent les TGV ou les grandes lignes qui sont au début pas chers et puis après qui augmentent de prix au fur et à mesure du remplissage du train. D'accord, ouais, bon, c'est bon à savoir alors. Organisation. Anticipation. Voilà. Anticipation, ouais. Comme tous les voyages. Tout, parce qu'en fait, ça va être pareil pour les logements. En fait, il n'y a pas que le transport. Ça va être pareil sur place pour réserver ses logements. Plus on s'y prend tôt, plus on aura des meilleurs prix. Plus, pour les locations de voitures, c'est pareil. Donc en fait, c'est pas tant que le moyen de transport. C'est tout en fait. De toute façon, je pense que pour optimiser le prix des vacances, mais tout compris, il faut effectivement anticiper. Pour donner un exemple, là, à l'été 2022, la location des prix des voitures, c'était démesuré à cause du Covid, et comme ils n'ont pas renouvelé le parc, c'était très cher. On a rencontré des Français, c'était au Portugal, et ils avaient payé 2 jours de location aussi cher que nous, les 10 jours. Sinon, c'était pris à l'avance. C'est vrai que c'était vraiment dingue. C'est fou.
Il n'y a pas que le train, il y a vraiment tout, enfin, que ce soit le logement, de toute façon, un voyage où ça se prépare Ça se plusieurs prépare. mois à l'avance. Ouais, c'est vrai que c'est mieux pour profiter des bons tarifs, quoi. Est-ce que vous avez, je pense que vous l'avez peut-être déjà fait sur le blog, j'ai pas regardé, mais le budget total de vos 4 mois, vous avez déjà une fourchette de prix? Oui, oui, oui. On s'était fixé un budget de 200 € par jour. Donc on est parti 116 jours, enfin du coup on est sur 22 200 €, je sais plus combien après les dizaines derrière. Mais du coup on était juste en dessous, on était à 195 € par jour, donc on était vraiment un peu en dessous. Donc on avait commencé par l'Espagne et le Portugal, on avait un peu moins dépensé, la vie était moins chère. Bon, après ce qui était moins le cas au Royaume-Uni, où le moindre resto, c'était un peu ça faisait mal à 4. Mais donc ce budget de 22 000 €, il est tout inclus, c'est-à-dire avec transport, hébergement, activités, sur place, dépenses personnelles, nos souvenirs et autres. Donc c'est vraiment un budget qui englobe tout, vraiment. C'est 114 jours de voyage. D'accord. Et vous avez des simulations, si vous aviez fait ce tour-là, on fait rarement un tour d'Europe quand même en avion, mais vous aviez quand même comparé un peu le budget si vous aviez fait des portions en avion ou pas trop? Pas du tout. On ne l'a pas calculé en termes monétaires, on l'a calculé en coût écologique, en termes de CO2. Voilà. Mais et du coup, vous avez des chiffres, ça coûte ce genre de voyage? Oui, on était sur là, chacun, du coup, par personne, on était sur du 650 kilos de CO2 par personne, sachant que l'objectif, c'est 2 tonnes. Bon. Donc, on avait déjà pas mal consommé, mais en fait, sur les 650, c'est surtout le bateau qui nous a, les ferries qui nous ont explosé le budget. Et après, le bus de nuit, on devait prendre un train pour aller en Écosse, et le bus aussi nous a un peu tourné, faire 1000 km en bus au lieu d'un train. C'était c'est vraiment la chose. Pour donner du coup une idée très précise, chiffrée, donc ce voyage, Londres, Édimbourg, c'est ça? Londres-Édimbourg en bus. Londres, pardon, du coup, je reprends. Pour donner une idée, donc très précise, chiffrée, par exemple, le voyage entre Londres et Inverness en bus nous a coûté 101 kilos en bus, alors qu'il nous aurait coûté que 5 kilos en train de CO2, voilà, par personne. Ah ouais, c'est donc voilà. Donc juste pour donner, voilà. Et au global, du coup, les 650 kilos de CO2, on l'a estimé après, c'est au global, là, pour les 4 mois, c'était ça, et ça équivaut à un aller-retour entre Paris et Athènes en avion, ou 89 repas avec du bœuf. Ah ouais. Donc en fait, ce que vous avez fait là, si je comprends bien, le voyage de 4 mois, c'est l'équivalent d'un Athènes-Paris aller-retour. Aller-retour. Donc on aurait pu soit aller en vacances en Grèce, soit faire ce voyage-là. Et ça nous a coûté exactement la même chose. C'est un truc de dingue, en fait. On s'imagine pas du tout. Ouais. En fait, souvent, on nous dit pourquoi vous prenez plus l'avion, mais en fait, l'impact, il est énorme en fait quand on le prend. Le moindre trajet, et c'est vraiment énorme. On a beau faire des efforts toute l'année, le moindre trajet en avion, ça ruine plus que les efforts qu'on fait toute l'année. Les ordres de grandeur sont intéressants à avoir en tête et à prendre en compte. Il y a des calculateurs qui existent pour justement mesurer l'empreinte carbone que nous avons au quotidien. Et comme on en parlait au début, nous en 2019, on a commencé par ça et c'est là qu'on s'est pris une grosse claque. Vraiment, de se rendre compte que 20% de nos émissions étaient liées que à ces voyages qui ce ne sont que du loisir, parce que il y a rien d'obligatoire. On remet pas du tout en cause d'avoir sa famille à l'autre bout du monde, de devoir y aller, ou des déplacements professionnels où des fois on n'a pas forcément le choix, voilà, mais vraiment nous c'était que du loisir, c'est juste pour des voyages. On s'est dit non, on peut plus continuer comme ça, surtout que on peut plus continuer comme ça à prendre l'avion, parce qu'on va continuer mais d'une autre manière. Oui, parce qu'en plus moi ce qui me fait un peu halluciner, c'est qu'on a aussi un peu tendance à se cacher en disant bon, on part en Europe,
Europe, pas très loin, on reste 15 jours sur place, mais donc genre on se cache derrière, on part pas à l'autre bout du monde. Mais finalement, d'après ce que vous disiez au début de l'épisode, c'est que vous voyagez que en Europe sur des courtes distances. Donc de toute façon, même pour des courtes distances, c'est quand même juste dingue l'émission de CO2 que ça génère en fait. Donc, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup quand même à se cacher derrière ça en disant bah non mais je pars que 2 fois l'année et vraiment pas loin. Mais en fait c'est dramatique quand même quoi. En fait, on se cache aussi surtout dans le sens où on dit que le secteur aérien c'est pas beaucoup par rapport à la voiture ou mais en fait c'est pas beaucoup parce qu'on n'est pas beaucoup à prendre l'avion justement. Enfin, en fait, alors que tout le monde a une voiture. Et en fait on se dit c'est pas beaucoup donc c'est pas ça qui va faire beaucoup d'efforts. Mais en fait c'est que tout le monde doit faire des efforts et tous les secteurs doivent faire des efforts. Ouais. Et l'avion à décarboner c'est plus compliqué qu'une voiture et encore plus que le train qui est déjà ultra sobre. Complètement. Et du coup, l'idée de... Alors, moi, j'avoue, je connais rien en termes de comparaison sur les moyens de transport les plus polluants ou pas, mais voyager en voiture ou en van, par exemple, vous avez, je pense, fait des tests par rapport à voyager en van. C'est beaucoup plus polluant, j'imagine, que quand même que de voyager en train. Le train, en fait, ça défie toute concurrence. En fait, le train consomme très peu d'énergie parce qu'en fait, il est sur des rails. En fait, il touche quasiment pas les rails, donc il n'y a pas beaucoup de frottement. Donc en fait, il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et cette énergie est décarbonée parce que c'est de l'électricité. Après, ça dépend tout dépend des pays, mais même avec une électricité carbonée, ça pollue quand même forcément moins qu'une voiture ou que l'avion. Et la voiture, c'est quasiment, en gros, il faut être au moins 2 dans la voiture pour que ça pollue moins que l'avion, mais tout seul dans une voiture, ça pollue plus que l'avion. Mais après, en voiture, on fait rarement 5000 km tout seul dans sa voiture en une journée. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, le truc, c'est que le train permet d'aller quand même beaucoup plus loin que la voiture, quoi. C'est ça. Donc, c'est un vrai avantage. Hyper intéressant tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux personnes qui sont en phase de réflexion justement sur leur empreinte carbone, enfin qui sont en réflexion sur le voyage plus responsable. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui pour les aider à passer le cap? En fait, souvent, les gens voient ça comme une contrainte de dire je vais plus pouvoir faire ci, je vais plus pouvoir faire ça. Mais alors que justement, ça donne plein d'autres possibilités. Enfin, il y a plein de choses à voir. Il y a des manières de voyager différentes. C'est sûr qu'à l'avenir, il faudra voyager, moins et mieux. Mais c'est génial justement de ce changement de. Et je pense que souvent, on voit que le voyage, ça doit forcément être lointain. Enfin, les vacances sont souvent synonymes de dépaysement, donc on va aller à l'autre bout du monde ou autre. Finalement, est-ce qu'on connaît bien vraiment les régions qui sont autour de chez nous? Je ne suis pas sûre. C'est souvent ce qu'on se dit. Voilà. Et il y a tellement de choses. Enfin, en plus, on a la chance d'habiter en France, qui a une diversité incroyable. De paysages. On peut avoir la montagne, on peut avoir la mer, on peut avoir la campagne, on peut avoir la ville. Donc, en fait, finalement, on a tout ce qu'il faut à proximité. Et je pense que ça, on l'oublie un petit peu quand on pense aux vacances. Mais aller juste à côté de chez vous, c'est déjà des vacances, en fait, parce que ça dépayse forcément d'être, même si ce n'est que dans la même région, mais d'être dans un autre logement. Il n'y a pas besoin de partir loin pour que ce soit des vacances. Mais du coup, nous, justement, on part pour un tour de Bretagne en train en prochaines vacances. Oui, j'allais dire, c'est quoi vos prochains projets de voyage, du coup? Et donc, après le tour d'Europe, on s'est dit qu'on allait faire un tour de la Bretagne en train. Donc, donc les prochaines vacances, effectivement, c'est un tour de Bretagne en train. On va s'arrêter dans plusieurs villes bretonnes pour visiter ce qui est à côté de chez nous. Parce qu'on connaît pas très bien tout au bout de la Bretagne. On est à Rennes, on est à l'entrée de la Bretagne. C'est vrai que le Finistère, on a été à 2-3 endroits, mais c'est vrai que là, ça permet de voir un peu plus de choses. Ça, c'est super projet. Et vous partez combien de temps pour faire ce tour-là? Une semaine.
D'accord. Ah oui, donc c'est quand même court. Après, on est déjà C'est sur un- place aussi, donc c'est l'avantage aussi. On peut Oui. pas aller. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà tout à proximité. Oui, Bah super. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. avec plaisir. Bah, je vous souhaite Merci. des bons prochains voyages en train. Puis j'espère que cet épisode va donner envie, en tout cas à d'autres parents, d'enclencher le pas aussi. Ouais. On l'espère. Ouais. On l'espère parce que sincèrement, voyager avec ses enfants, c'est une superbe expérience aussi à vivre en famille. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de voyager en train ou du moins de vous pencher sur la question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, c'est des petits gestes de pas grand-chose, mais qui nous aident vraiment à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!